Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire d'information pour l'orientation des jeunes lycéens, plutôt première et terminale, des lycéens qui se posent des questions sur leur orientation, et on va vous parler des métiers et des formations d'ingénieurs du vivant. Et pour ce faire, eh bien, vous avez un panel d'intervenants qui vont pouvoir vous parler de leurs expériences. Et avant de donner la parole à Sabine Brun, la directrice générale de Bordeaux Sciences Agro, qui accueille ce webinaire, Sabine, je te laisse la parole pour introduire ce webinaire et bienvenue à tous. Merci Philippe. Sabine. Bonjour à toutes et à tous. Donc très heureuse de vous accueillir dans ce séminaire à destination des lycéens. Pourquoi nous avons voulu faire ce séminaire? C'est tout simplement parce que l'ingénieur agronome, je l'ai dit souvent, ce n'est pas un métier, c'est un diplôme qui ouvre à une grande diversité de métiers. Et donc, ça ne va pas de soi de comprendre et d'appréhender la grande diversité que ces formations d'ingénieurs agronomes peuvent apporter. C'est la raison pour laquelle il nous semblait important de prendre ce temps pour expliquer à la fois et vous faire découvrir par des exemples très concrets à la fois nos formations avec des élèves, mais aussi avec les alumni pour vous faire découvrir des métiers, la diversité, enfin, en tout cas un panel, parce que vous ne verrez pas évidemment ce soir toute la grande diversité, mais en tout cas un échantillon de cette diversité des métiers. Et également de vous faire découvrir les différentes voies d'accès à ces formations qui sont très diverses. Je dirais que presque tous les chemins mènent à l'ingénieur, à la formation d'ingénieur agronome. En tout cas, vous verrez que c'est très divers, à la fois des recrutements post-bac, mais également des recrutements à bac+2, bac+3. Voilà, voire en master. Donc, sans plus tarder, je vais donc laisser la parole à Philippe pour enchaîner sur la suite de ce beau programme. Philippe, tu n'as Bon, pas merci beaucoup, excusez-moi. Donc effectivement, on va commencer par des exemples de professionnels, des jeunes qui sont diplômés, hein, on n'a que des jeunes ce soir, qui sont diplômés des écoles, de différentes écoles publiques d'ingénieurs du vivant. Et donc, je vais commencer par exemple par Sylvain Mesplou, qui va vous expliquer d'où il vient, ce qu'il fait et pourquoi il est heureux d'être ingénieur du vivant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis ingénieur depuis 2022 et j'ai été à l'école de Bordeaux Sciences Agro, d'où est actuellement Sabine Brun. Euh, donc, euh, je veux vous dire que quand j'étais au lycée, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ce qui était sûr, c'était que je voulais poursuivre les études. J'aimais les sciences du vivant. J'aimais aussi l'agronomie. Je suis issu d'une ferme. Et donc, j'ai pas voulu me fermer trop de portes. Et donc, j'ai fait un DUT génie biologique avant de passer le concours pour aller en école d'ingénieur agronome. Donc, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis diplômé. Donc, j'ai eu des petits contrats. J'ai déjà eu un CDD à l'Institut national de recherche agronomique où j'ai travaillé pendant 6 mois sur de la modélisation. C'est-à-dire que j'étais sur un ordinateur, je faisais du codage et le but de cette modélisation, c'était d'estimer la biomasse vivante que pouvaient produire les agriculteurs à l'échelle de la France et de voir quel était son potentiel de méthanisation. Ensuite, j'avais très envie, moi, de partir à l'international et même dans l'hémisphère sud, complètement me dépayser et rencontrer le milieu tropical, l'agriculture là-bas. Donc, j'ai pu faire un service civique en environnement à Mayotte, où j'ai travaillé sur les insectes pollinisateurs. Et puis dans l'océan Indien, j'en ai profité pour aussi visiter Madagascar, l'île de la Réunion. Et donc, comment dire, pour moi, c'était très important parce que ne sachant pas trop non plus où je voulais travailler ensuite, je voulais découvrir le milieu tropical et en même temps euh, euh, pouvoir utiliser cette expérience comme un moyen de voyager ensuite dans ma carrière
pour dire, par exemple, à une ONG, voilà, je suis déjà allé là, je sais à quoi ressemble la vie sous les tropiques, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, je sais aussi si ça me plaît, si ça me plaît pas, voilà. Donc, je voulais vraiment, on va dire, quitter la France. Et donc actuellement, j'aimerais faire une thèse en agronomie et pour continuer d'aiguiser mon profil sur tout ce qui est connaissances en pédologie, donc la vie du sol, et ensuite comment valoriser ça auprès des agriculteurs, avoir des projets avec eux en agriculture de conservation, et à la fois allier, et ce que me permet la formation d'ingénieur, c'est à la fois d'allier des connaissances scientifiques et techniques pour dire que tout ce qui est connaissances fondamentales, etc., démarche scientifique sera très bien valorisé dans comment dire, développer des nouvelles connaissances utiles pour des exploitants agricoles, des coopératives et pouvoir travailler ensuite à la transition agroécologique. Et donc, moi, ce qui m'est très précieux, c'est de mettre des valeurs dans ce que je fais plus tard et vraiment pouvoir être utile aux gens, mieux travailler, prendre plus en compte l'environnement, euh, et donc être vraiment acteur dans le monde agricole de demain. Mais donc, vous verrez qu'il n'y a pas non plus que le monde agricole euh, euh, dans lequel on peut travailler à l'issue d'un diplôme d'ingénieur agronome. Voilà, j'en ai fini avec mon témoignage. N'hésitez pas si vous avez des questions ensuite, surtout sur l'ouverture à l'international, où je suis assez bien renseigné. Merci beaucoup, Sylvain. On va faire un petit tour et puis après, vous pourrez poser vos questions, mais les questions, vous pouvez les poser dès maintenant, hein. On fera un tour de réponse aux questions après les interventions des diplômés, des jeunes diplômés. Et on va du coup peut-être varier dans les écoles. Mehdi, représentant les diplômés de l'ENSAIA. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je m'appelle Mehdi. Donc, moi, je suis diplômé de l'ENSAIA, qui est l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires. Donc, je suis issu de la promotion de 2005. Donc, ça fait un petit moment que j'ai été diplômé, contrairement à Sylvain qui vient juste de commencer sa carrière. Donc, moi, par rapport à mon cursus, donc, j'ai suivi un cursus relativement classique en termes de lycée. Donc, de bac scientifique avec spécialisation en biologie. Donc, moi, de mon point de vue, suis tombé dans les sciences de la vie relativement tôt. Donc, mes parents, tous les deux, étaient des ingénieurs agronomes. Donc, je suis tombé dedans relativement tôt. Donc, ce qui m'a permis, en fait, de m'aiguiller relativement rapidement par rapport au type de cursus. Bon, j'étais pas sûr exactement de ce que j'allais faire, mais je savais que biologie, sciences de la vie allait avoir un impact particulier par rapport à mon cursus et à mes futurs objectifs en termes de carrière professionnelle. Donc, j'ai ensuite fait une BCPST donc à Toulouse et j'ai passé le concours et j'ai réussi à intégrer l'ENSAIA donc en 2002. Oui, 2002, c'est ça. Donc, l'avantage de l'ENSAIA, en fait, c'est que quand vous commencez votre première année, vous avez ce qu'on appelle un tronc commun où vous faites aussi bien des choses qui sont liées à l'industrie alimentaire qu'à l'agronomie. Donc, ça m'a donné l'opportunité de vraiment savoir si vraiment l'agronomie allait être quelque chose qui m'intéressait les industries alimentaires. Rapidement, je me suis rendu compte que les industries alimentaires étaient vraiment ce que je voulais faire, en fait. Donc, diplômé en 2005, et j'ai eu l'opportunité de partir faire un semestre à l'international par l'intermédiaire du programme Erasmus. Et donc, je suis allé étudier pendant 5 mois à l'université de London South Bank et j'ai intégré en fait une partie de leur cursus de master en fait, ce qui m'a permis d'améliorer mon anglais et surtout d'apprendre comment ça se passe en fait les études à l'étranger. Donc, j'ai été diplômé et en fait, j'ai commencé ma carrière à l'international. Donc, en 2006, je suis parti pour commencer mon premier boulot en Angleterre, donc à Londres, où je suis toujours. Donc, depuis, je suis resté. Donc, quand on avait encore la liberté de mouvement, maintenant avec le Brexit, ça n'existe plus malheureusement, mais à ce moment-là, c'était possible. Donc, ça m'a permis de partir et de m'expatrier en fait en termes d'opportunités professionnelles. Donc, l'industrie alimentaire est très développée au Royaume-Uni et ils ont
une carence en fait en termes du nombre d'écoles, d'universités qui forment en fait spécifiquement au cursus type ingénieur qui n'existe pas au Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très français et qui s'intègre vraiment bien en fait au type de mission et au type de rôle en fait en termes de carrière. Donc, en termes de mon historique, donc j'ai fait en fait moitié-moitié entre industrie alimentaire, donc travaillé en usine, en responsable qualité et sécurité alimentaire, et j'ai aussi travaillé en grande distribution en termes d'ingénieur en sécurité alimentaire, donc coordonner en fait différents fournisseurs pour la fabrication de marques de distributeurs en fait sur différents secteurs et périmètres. Donc, ce qui m'a permis de bosser en boulangerie, en viennoiserie, en dessert, en plat préparé, en vraiment pâté, vraiment quiche, beaucoup d'aspects différents. Donc, cet avantage-là, vraiment de voir vraiment beaucoup de produits différents et beaucoup d'industries différentes. Donc, mon rôle en ce moment, en fait, je suis une sorte de technico-commercial, en fait, avec un peu plus de technique, moins de commercial. Donc, je suis à l'interface, en fait, entre les sites de fabrication pour la compagnie, pour l'entreprise pour laquelle je travaille et un nombre de clients de marques de distributeurs. Donc, je suis en fait le point de contact et l'interface entre les clients, en tout ce qui est en termes de sécurité alimentaire, qualité et l'aspect légal des produits, et mes collègues qui travaillent sur les sites de fabrication. Donc voilà, un résumé de mon parcours. Merci beaucoup, Mehdi. Donc, vous voyez qu'on passe d'un profil à la fois de formation et d'activité différents. Et on va continuer. Eh ben, je vais demander à Pierre de continuer et encore un autre profil. Bonsoir. Alors moi, oui, je suis actuellement chercheur. Je travaille sur les interactions entre les fleurs et les insectes. Et on cherche actuellement à déterminer à quel point les insectes peuvent être sensibles à des variations florales assez fines. Alors, comme mes collègues, vous allez voir que j'ai un parcours que j'ai pas mal ouvert sur l'international. Euh, et ça, c'est une des forces, je pense, de nos écoles d'ingénieurs. C'est la diversité au sein des formations, la pluralité des enseignements et la possibilité de s'ouvrir à l'international. Donc en terminale, moi j'avais fait une spé en physique-chimie, mais je savais déjà que je voulais quand même partir vers le vivant. Et j'ai intégré une école d'ingé, donc à Clermont-Ferrand, après un DUT, et donc le concours qui est dédié aux diplômés de DUT. À Clermont-Ferrand, on a des enseignements, donc comme beaucoup d'autres écoles, sur le vivant, sur de l'agroalimentaire, et aussi sur une dimension du territoire, ce qui ouvre encore d'autres portes. Pendant la formation, on est amené à faire pas mal de stages qu'on peut vraiment faire à l'international. Que moi, ça m'a permis de partir un moment au Québec, ça m'a permis de partir en Nouvelle-Zélande, de travailler aussi sur des thématiques liées à la pollinisation. Euh, et à la fin de mon cursus ingé, je suis parti un an en Écosse, à Édimbourg, pour rejoindre une équipe de recherche. Euh, donc, continuer à développer ce que j'avais appris à l'école et euh, intégrer d'autres techniques, d'autres fonctionnements d'équipe, développer encore d'autres connaissances. À la suite de ça, j'ai continué par une thèse que j'ai fait en Belgique, toujours sur la conservation des insectes pollinisateurs en milieu agricole. Donc là aussi, ce qui m'a permis de mobiliser à la fois des connaissances générales et transversales développées et acquises en école d'ingénieur et développer des compétences plus spécifiques dans un domaine encore plus particulier. Après, je suis rentré un peu en France pour faire de la recherche-développement, toujours en lien avec les pollinisateurs, sur des thématiques de développement de nouvelles espèces d'abeilles pour la pollinisation des vergers. Et finalement, je suis à l'heure actuelle en Suède, à Uppsala, au sein d'une équipe de plant biology à l'Université des sciences agronomiques suédoises. Donc voilà, vous voyez des parcours qui peuvent être assez internationaux. On est amené à beaucoup bouger, que ce soit à la fois entre des entreprises, entre des institutions différentes, mais aussi entre pays. Donc, je pense que c'est une des forces qu'on peut avoir dans notre formation, c'est la polyvalence, la pluralité des formations et la diversité des parcours qu'on peut développer. Merci Pierre pour là aussi montrer à la fois la trajectoire, mais aussi la diversité des métiers. Et en fait, quand on est ingénieur, c'est une fonction. Et en termes de métier, en termes d'activité, bah, c'est un peu, on peut se construire son profil au fur et à mesure et évoluer dans une carrière pendant toute sa carrière.
Je vais donner la parole à Xavier. Alors ce soir, alors c'est exceptionnel parce que on a fait plusieurs webinaires. Je vous mettrai le lien vers les différents webinaires qu'on a organisés depuis le mois de novembre. Et on avait toujours une majorité de filles, mais ce soir, on a une majorité de garçons, sachant que quand même dans les écoles d'ingénieurs agro, on est à peu près sur une moyenne de 70 à 75% de filles. Donc ce soir, la représentativité de la diversité diversité homme-femme n'est pas tout à fait la bonne, hein. Mais en revanche, les trajectoires professionnelles sont intéressantes. Xavier? Bonjour à tous. Donc moi, j'ai fait anciennement l'ENITA de Bordeaux, qui est maintenant Bordeaux Sens Agro. Je suis sorti en 2012. J'ai eu mon bac en 2007 et comme beaucoup de monde, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller. En discutant un peu avec des camarades, un copain était prêt à aller dans une prépa BCPST et il m'a dit ça peut être intéressant, on fait de la biologie, des maths, de la physique-chimie, donc ça reste très large et ça permet d'avoir accès à de nombreuses écoles, même autres que l'agronomie, avec aussi de la géologie, des métiers qui peuvent être sur l'eau. Donc je me suis embarqué dans cette histoire avec lui. Et en 2009, quand j'ai passé mes concours, j'ai pu intégrer donc Bordeaux Sciences Agro. Je suis arrivé dans cette école en sachant toujours pas ce que je voulais faire exactement. Donc j'ai découvert un peu plus le monde de l'agronomie, j'ai découvert les options qui étaient possibles dans cette école, mais qui étaient aussi ouvertes dans d'autres écoles, ce qui me permettait éventuellement de faire une dernière année dans des écoles spécialisées, comme par exemple Rennes, qui peut être sur tout ce qui est élevage de poissons. Et donc, j'ai quand même décidé de rester à Bordeaux et j'ai fait un cursus sur tout ce qui est plutôt production végétale. Donc, ce qui est pas mal en école, c'est qu'on a 3 ans, on a allez, 2 bonnes années pour choisir l'option sur laquelle on va aller travailler. À Bordeaux, à l'époque, on avait beaucoup de semaines de spécialisation qui nous permettaient vraiment d'aller plus en profondeur sur des sujets particuliers et vérifier si c'était des domaines qui nous intéressaient ou pas. Et ensuite, on avait aussi beaucoup de projets professionnels au cours de la formation qui nous permettaient donc aussi d'avoir une idée un peu plus concrète du métier d'ingénieur, de ce qu'on pouvait faire. Donc, suite à ma formation, moi, j'ai intégré plutôt le monde de la recherche privée. J'ai travaillé sur la sélection variétale en amélioration. Donc, je me suis spécialisé dans tout ce qui est expérimentation, travailler dans les champs, aller faire des notations, gérer du personnel, gérer des protocoles, analyser les résultats, innover dans les méthodes de notation, dans les méthodes, dans les outils qu'on peut utiliser. Quand j'ai commencé à travailler, par exemple, je ne pensais pas qu'un jour on allait utiliser des drones pour faire des notations sur les cultures, utiliser des capteurs qui étaient au labo, qui maintenant sont très répandus dans les champs, travailler à l'échelle d'un réseau qui peut être international aussi. Donc, il y a beaucoup d'évolutions qui se font et surtout, ce qui est hyper intéressant sur ce côté production végétale, c'est qu'on travaille avec du vivant. Donc, chaque année, il y a des innovations à faire, il y a des adaptations à faire par rapport au climat, par rapport aux pressions qu'on peut avoir. Et dans les années qui vont arriver, on voit très bien que l'agriculture est un gros thème autour des élections, autour des façons de voir, de penser des gens. Et les problématiques d'hier ne sont pas celles de demain. Donc, il y aura toujours des choses à faire. Donc c'est hyper intéressant et motivant parce qu'on n'a pas l'impression de rentrer rapidement dans une routine, contrairement éventuellement à d'autres métiers où aussi on travaille sur des cycles du vivant qui permettent d'avoir des travaux qui sont très différents tout au long d'une année. Et maintenant, depuis 3 ans, je travaille dans une boîte qui s'occupe de la fertilisation organique et la biostimulation. Donc j'ai évolué aussi et je découvre un nouveau domaine. Donc, il n'y a jamais d'âge pour arrêter d'apprendre et évoluer. C'est aussi ça qui est intéressant dans ces métiers-là. Peut-être expliquer ce que c'est, parce que je ne sais pas si les lycéens connaissent ça. Je sais que D'accord. La la, bio- fertilisation. la fertilisation organique et les biostimulants. Alors, les agriculteurs, pour pouvoir faire de la production, ont besoin d'amener des éléments nutritionnels. C'est comme pour nous, il faut qu'on mange de la viande, des légumes. Donc, pour les plantes, on va résumer facilement, c'est tout ce qui est azote, phosphore, potassium et oligo-éléments. Et donc, 2 méthodes. On va dire une méthode ancestrale qui était d'apporter des fumiers, des fientes, qui a été utilisée jusqu'en 1960. Et là, ce qui est arrivé sur le marché, c'est tout ce qui est fertilisation maintenant minérale, donc qui était avec des produits issus de la chimie. Et donc, depuis plusieurs années maintenant, on revient à retravailler sur
des produits élaborés à partir de fumier, de fientes, mais on va aussi travailler en améliorant leur structure, en utilisant des tourteaux, tout ce qui est en fait matière organique issue de l'agroalimentaire. Et donc, on va soit faire des produits purs, soit des produits élaborés, on va modifier, enfin, on va les améliorer en les ajoutant, en les combinant. Donc ça, c'est la partie fertilisation organique. Et la partie biostimulante, c'est quelque chose c'est une nouvelle science qui sort depuis une vingtaine d'années, qui est d'apporter des éléments qui vont permettre de booster les plantes. Donc là, on va rentrer beaucoup plus dans les mécanismes de fonctionnement des plantes pour voir quelles sont les interactions, quelles sont les hormones qui les font pousser, qui les font se développer, se défendre, et essayer de voir comment on peut agir avec des nouvelles molécules pour justement les booster. Merci beaucoup Xavier, c'est clair. Tom Nocera, qui lui a été étudiant à Oniris. Ah, Tom, faut mettre ton son. Voilà. Oui, je vais essayer d'ouvrir le micro. Bonsoir. Tom Nocera, je suis ancien étudiant d'Oniris, VET AgroSup Nantes, qui est l'école d'ingénieurs biotechnologie et vétérinaire basée à Nantes. Pour ma part, j'avais suivi au lycée un cursus général avec une spécialisation SVT de 2010 à 2013. Donc, comme certains l'ont mentionné précédemment, pareil, je n'avais pas forcément de vision claire de ce que je voulais faire par la suite. Je savais que la biologie m'intéressait, donc j'avais hésité à partir sur des cursus médecine, biologie ou autre. Et j'ai entendu parler de la classe préparatoire BCPST, qui avait l'air d'être un bon compromis pour aller vers des métiers de la recherche ou de l'industrie en lien avec la biologie et la santé. Donc ensuite, j'étais admis en classe préparatoire, BCPST, au lycée Chaptal à Paris de 2013 à 2015. Donc c'est une formation qui était assez complète, assez intensive. Donc ça peut faire peur aux étudiants, aux lycéens, mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Ça permet d'avoir vraiment une bonne base sur beaucoup de choses qui sont souvent utiles par la suite sur organiser son travail, gérer de front plusieurs types de matières. Donc, c'est des choses qui peuvent vous servir quand même par la suite. On garde des bons restes, je pense. Et ensuite, j'ai passé le concours A pour intégrer Oniris. Oniris a la particularité à Nantes de proposer plusieurs cursus. Donc, comme je disais, ou le cursus agroalimentaire ou le cursus biotechnologie. À mon époque, c'est le cursus d'ingénieur biotechnologie de la santé qui permettait de toucher à vraiment toutes les sciences, que ce soit sur du management, de la gestion de projet, des choses beaucoup plus techniques sur la culture de cellules, la production de biomédicaments, la partie réglementaire pour amener tous ces médicaments-là dans des phases cliniques ou sur le marché. Donc cette formation m'a permis aussi de m'ouvrir à l'international, que ce soit sur des stages. Moi, j'avais pu faire Belgique, faire un stage en recherche en biologie sur de la fermentation pour dégrader des polluants du sol. Un stage en Suisse où là, j'avais travaillé sur la bioproduction d'un médicament qui agit contre la polyarthrite rhumatoïde. Et un stage également en Australie, en neurobiologie, où là je travaillais sur des modèles animaux de maladies de cancer qui touchaient le cerveau. Et donc ça m'a permis de toucher à différentes méthodes et de voir différentes choses que vous pouvez peut-être voir par le passé un peu en formation au lycée ou en prépa. Donc ça m'a permis de découvrir le monde de la recherche. Et ensuite, je me suis orienté en fin d'études chez Sanofi Pasteur sur plus la partie de développement. Donc le rôle du développement, c'est vraiment de créer des procédés pour fabriquer quelque chose. Moi, dans mon cadre, c'était du vaccin. Donc j'ai pu travailler sur du vaccin, puis sur d'autres types de produits, sur différents sites. Ensuite, j'ai évolué sur des fonctions vraiment de responsable de production, où là, mon rôle était de constituer des banques de cellules qui servent de matières premières pour la production de traitements ou de thérapies géniques ou de vaccins ou d'autres types de produits. Avec des fonctions de management, de gestion d'installation, de gestion de la clientèle qui commandait les services de production de ces banques de cellules. Et ensuite, travailler dans du développement dans une start-up. Il faut savoir qu'il y a différents types d'environnements, des grosses entreprises comme Sanofi, des plus petites comme des biotech, des laboratoires de recherche. Donc, la formation en elle-même peut mener à beaucoup de choses différentes. Donc, autant de travailler dans des grands environnements avec des milliers de collaborateurs ou dans des petites structures où là, vous allez avoir beaucoup plus de fonctions, toucher à beaucoup plus de choses. Il peut y avoir aussi moins d'organisation par moment. Donc maintenant, j'ai rejoint le Généton et je travaille, je suis responsable du développement des procédés de production de cellules. Et je travaille sur une quinzaine d'études cliniques où on va
développer donc des procédés pour, à partir de cellules, fabriquer des vecteurs viraux qui sont en fait des virus qui sont plus dangereux, qui vont contenir un gène qui fonctionne et qu'on va donc intégrer chez des patients qui n'ont pas ce gène fonctionnel. Donc des personnes qui vont être atteintes de maladies comme la myopathie de Duchenne, le syndrome de Crigler-Najjar, on va leur apporter une version d'un gène qui fonctionne et donc en fait les guérir de manière durable de leur maladie. Et ils vont être à nouveau capables de fonctionner avec un organisme sain. Donc par exemple dans le cadre de la myopathie de Duchenne, regagner la capacité d'utiliser leurs muscles. Donc évidemment, ces patients qui sans ce type de traitement vont se dégrader jusqu'à plus pouvoir marcher, plus pouvoir respirer et puis avoir un cœur qui s'arrête. Donc voilà, donc c'est des formations qui permettent aussi d'aller vers la biologie plus, je dirais, dans le domaine de la santé, tout en étant toujours dans la partie de la gestion d'équipe, de gestion de projet et d'aller dans un laboratoire. Pour un aspect un peu différent de l'agro qu'ont pu présenter certains. Merci beaucoup, Tom. Et puis, on termine par la seule diplômée femme de notre panel de ce soir, donc Chloé, qui est ancienne étudiante de l'ENSAIA. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Super. Du coup, je suis Chloé Bolcato, donc moi je suis issue de l'ENSA, donc la même école que Mehdi quelques années après. Moi, alors, quand j'étais au lycée, pour les choix de quoi faire après, c'est vrai que j'avais pas non plus d'idée très précise, mais j'avais une sensibilité sciences en général. Je savais que j'étais plutôt une bonne élève et que je me voyais faire des études longues. Donc, je m'étais dit ingénieur, pourquoi pas. Comme j'étais plutôt bonne élève, que j'aimais bien travailler, que le système scolaire me convenait, je me suis orientée vers une prépa. Et dans le panel des prépas, j'hésitais entre une prépa maths, physique, chimie qui ouvre plutôt les portes vers les écoles d'ingénieurs assez généralistes. Et finalement, j'ai découvert la BCPST qui a intégré cette notion de biologie. Et du coup, je me suis dit que c'était pas mal, mais sans trop savoir ce qu'il y avait derrière. Alors, à l'époque, moi, c'était encore un bac scientifique, mais par exemple, comme j'étais meilleure en maths qu'en SVT, j'avais choisi l'aspect maths plutôt que SVT, mais bon, on faisait encore les 3 matières scientifiques. Et du coup, pendant la prépa, j'ai découvert un peu les débouchés qui étaient possibles pour intégrer les écoles, et j'ai découvert les écoles d'agro. Et donc, après avoir passé le concours, j'ai intégré l'ENSAIA, qui, comme l'avait dit Mehdi tout à l'heure, est l'école d'agro de Nancy. Et après, alors maintenant, c'est un semestre de tronc commun. On peut décider si on va dans la filière soit agronomie, soit industrie alimentaire. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que quand on est au lycée ou en prépa, en fait, on apprend plein de connaissances assez théoriques et bon, beaucoup de biologie si on est intéressé par les sciences du vivant. Et à partir de l'école, en fait, on utilise nos connaissances en biologie pour des applications concrètes. Et par exemple, vos camarades qui vont peut-être aller en médecine, ils vont utiliser leurs connaissances en biologie pour la compréhension du corps humain. Et nous, en école d'agro, on va utiliser nos connaissances en biologie pour la compréhension des systèmes alimentaires, du champ jusqu'à l'assiette, voire de domaines un peu plus en dehors de l'alimentaire, comme les biotechnologies, l'environnement, etc. Donc moi, je me suis orientée dans la filière agronomie, donc qui est plutôt autour de tout ce qui est agriculture. Et en école, j'ai vraiment découvert tous les enjeux environnementaux et sociétaux autour de l'agronomie, en plus de cet aspect scientifique, technique, biologie. Et ça m'a vraiment passionnée. J'étais plus largement intéressée par l'environnement. Et par exemple, j'ai fait une année de césure où j'ai fait toute mon année de césure sur la thématique de la gestion des déchets, qui était aussi un thème qui m'intéressait. Et après une école d'agro, on peut finalement faire pas du tout de l'agro. Et moi, j'aurais pu travailler dans la gestion des déchets. Bon, finalement, j'ai décidé de revenir un peu plus dans l'alimentaire et de me spécialiser en gestion de projet. J'ai commencé mon parcours professionnel dans une start-up d'alimentation bio à Paris où je gérais des projets. Et maintenant, bon, là, je travaille à l'ENSAIA, donc travailler dans le public, à l'échelle des grandes écoles, c'est aussi possible. Et tout ça, c'est des débouchés que je connaissais pas quand j'étais au lycée, que j'ai commencé à découvrir très, très rapidement quand j'étais en prépa et que j'ai vraiment commencé à voir en école et en fin d'école. Du coup, mon conseil, c'est faire les choses étape par étape. Et si vous avez déjà une idée précise, c'est très bien. Et il y a plein de façons d'y arriver par toutes nos écoles. Et voilà, et plein de formations possibles pour arriver dans les écoles. Et si vous n'avez pas d'idée précise, et c'était la majorité là, des témoignages, finalement, vous voyez qu'on arrive à retrouver quelque chose dans lequel on s'épanouit. Et même là, entre mon expérience professionnelle actuelle et celle que j'ai commencée, c'est très différent. Et je suis sûre que la prochaine sera encore très différente. Et pourtant, toutes les étapes de mon parcours m'ont permis de
comprendre et d'arriver à ce que je suis et d'utiliser vraiment mes connaissances scientifiques solides et les compétences de l'ingénieur. Merci Chloé. Donc vous avez comme ça eu un échantillon de professionnels qui sont passés par les différentes écoles publiques agronomiques de France. Et donc on va terminer ces témoignages par un étudiant. On a un étudiant en cours qui est actuellement à AgroParisTech, Hugo, et qui va témoigner de ce qu'il fait, de ce qu'il vit et d'où il vient, hein, surtout aussi, et pour que vous ayez la vision complète des gens qui sont présents ce soir. Hugo. Bonjour à tous, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça a Oui, l'air oui. de... Ah Oui, bon, super. Sabine, tu voulais intervenir maintenant ou tout à l'heure? Après Hugo, D'accord, pas après de Hugo, question. d'accord. Ok, pas de problème. Donc bonjour à tous. Moi, effectivement, bah, alors en fait, je suis plus tout à fait étudiant. J'ai été diplômé en septembre, mais bon, c'est presque la même chose. Moi, il faut savoir qu'au lycée, j'étais plutôt très attiré par deux choses. Pareil, j'étais complètement perdu dans les différents cours qui s'offraient à moi, et il y avait deux choses qui drivaient vraiment mes choix. C'était à la fois tout ce qui était nature, environnement. J'avais une grosse appétence pour la forêt. Et puis le deuxième chose, c'était que j'avais vraiment envie de me sentir utile, d'apporter quelque chose autour de moi, à la société. Et je suis tombé sur l'agronomie et sur les sciences du vivant en général. Et je me suis dit, ouais, c'est top, il faut absolument que je fasse ça. Et donc, j'avais candidaté à peu près tous les cursus possibles pour partir en agronomie. J'étais pas un élève très assidu, donc les prépas BCPST n'avaient pas voulu de moi à l'époque. Et du coup, je me suis retrouvé en DUT, qui sont devenus maintenant les BUT. Hein, il faut savoir que c'est la même chose, hein, ça a juste changé. Donc un BUT, ça a juste changé de nom, et c'est un nom supplémentaire. Mais un BUT agronomie, donc génie biologique, option agronomie, euh, à la fin duquel je suis parti, moi, au Togo, faire un stage de développement agricole sur une expérimentation sur une plante locale, hein, voilà, essayer d'évaluer plusieurs systèmes de culture et quantifier lesquels étaient les plus productifs. Euh, et puis ensuite, j'ai intégré AgroParisTech, euh, d'abord en cursus initial, normal, et puis rapidement, le besoin de financer ces études s'est fait sentir. Et donc, en deuxième année, j'ai débuté un apprentissage, donc une alternance. Il faut savoir que la quasi-totalité des écoles, si ce n'est la totalité, hein, je m'avancerai pas là-dessus, mais je crois que la totalité des écoles du vivant proposent ce genre de cursus en apprentissage, et que pas que cette question financière puisse être un frein psychologique à la poursuite d'études. Hein. C'est vraiment possible de travailler en parallèle de ces études pour les financer. Et donc, moi, j'ai fait 2 ans au ministère de l'Agriculture en parallèle, d'abord sur des questions de réduction des produits phytosanitaires, puis des questions d'usage économe des fertilisants, fertilisants de synthèse dont on vous a parlé tout à l'heure. La spécificité d'AgroParisTech, parce qu'il faut bien présenter un petit peu l'école, c'est peut-être l'ouverture. On ne fait pas que de l'agronomie ou de l'agroalimentaire à AgroParisTech. Il y a vraiment tout un pan d'études qui traite des études de l'environnement, et où là, tout à l'heure, on vous a parlé de gestion de l'eau, traitement des déchets. Ce sont vraiment tout un panel de métiers qui sont possibles après. Bon, après AgroParisTech, mais après beaucoup d'autres écoles d'agronomie. Et puis, à AgroParisTech aussi, toute une possibilité d'études de la santé, être ingénieur en santé, ingénieur en bioproduits. Certains s'orientent vers les cosmétiques aussi après. Tu as coupé ton son, Hugo.
Voilà. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Pardon. Moi, je voudrais insister sur l'ouverture. Ça a été rappelé à plusieurs occasions auparavant. Il faut savoir que une fois que vous rentrez dans ces écoles, il y a vraiment beaucoup de flux qui sont possibles entre elles, hein. Xavier en a déjà parlé tout à l'heure, mais chacune a un peu ses petites spécialisations. Et donc, moi, je connais personne qui après le lycée en tout cas, avait une idée en tête et finit par faire ce qu'il avait voulu. Et donc il y a vraiment beaucoup le chemin est sinueux quoi, et il y a vraiment beaucoup de possibilités entre écoles. Vous pouvez ensuite partir plutôt à Montpellier pour faire des études dans le vin, ou à Toulouse en agroécologie, à Oniris pour aller faire de l'agroalimentaire. Enfin voilà, euh, il y a vraiment beaucoup de possibilités entre les écoles d'agronomie, mais il y a aussi beaucoup de possibilités entre les autres écoles. Et moi, un bon nombre de mes camarades, ils sont partis faire des doubles diplômes en sociologie, avec des écoles de commerce. Il y a plein de possibilités, quoi. Et donc, je voulais vraiment insister sur cette ouverture-là, parce que les sciences du vivant, certes, mais ça permet aussi une ouverture sur plein d'autres choses. Voilà. Ah oui, peut-être que je pourrais aussi rajouter le fait que sur les métiers de la fonction publique, moi, à la fin de mes études d'agro-paritech, j'ai choisi de rejoindre un corps d'ingénieurs d'État pour la transition écologique. Et donc, ça peut être aussi des thématiques d'actualité comme la transition écologique, et où là, on a une ouverture sur des thématiques encore plus variées, avec des questions énergétiques, de transport. Voilà, c'est vraiment hyper vaste, d'urbanisme, d'aménagement territorial. Voilà, tout ça, ce sont des thématiques qui sont abordables après une école d'agronomie. Voilà. Merci beaucoup, Hugo. Je pense que effectivement, c'était important aussi de dire que dans la fonction publique, dans les fonctions publiques, il y a besoin aussi d'ingénieurs du vivant pour pouvoir à la fois préparer et accompagner les politiques publiques. C'est très important, surtout à l'époque des différentes transitions, dont la transition écologique. Sabine, tu voulais intervenir, et on donnera aussi après la parole à Marie-Christine pour parler un peu de ce qui se passe dans les écoles. Mais Sabine aussi, je pense que tu peux aussi aborder ce sujet-là. Merci Philippe. C'était juste pour réagir parce qu'effectivement, comme on l'a dit, hein, là par rapport au témoignage, on a un panel de toute la diversité des cursus, des carrières, des parcours que peuvent avoir les ingénieurs agronomes. Donc peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, toutes les écoles d'ingénieurs agronomes proposent une dizaine de spécialisations. En gros, hein, ça peut être plus, ça peut être un peu moins. Et là, on a vu un panel autour de l'agriculture, de l'alimentation, de la santé, des parcours en lien avec la recherche. On a parlé aussi rapidement de spécialités autour des poissons, de l'halieutique. Il y a également des spécialités autour de la forêt et du bois, des spécialités autour de l'élevage. D'ailleurs, il y a eu une question par rapport à ça, et on voit que ce type de spécialités sont courantes et quasiment dans toutes les écoles, hein, comme l'agroécologie, donc l'élevage, voilà, et l'environnement également. On n'a pas eu de parcours purement environnement, mais on peut très bien, avec une école d'ingénieur agronome, aller travailler dans le domaine de l'eau, dans le domaine des énergies renouvelables. On parle beaucoup d'agri-photovoltaïsme, mais aussi d'énergie liée à la biomasse, etc. Donc là, il y a aussi évidemment des sujets. Chloé a parlé des déchets, évidemment. Voilà, donc c'est du coup, on va dire que la spécialisation, elle est aussi la façon de bien s'insérer, et les élèves ingénieurs agronomes, enfin les jeunes diplômés, pardon, s'insèrent très vite et très bien dans le monde du travail. On a à peu près des taux qui dépassent les 90% à 6 mois, 1 an d'insertion, hein, c'est même plutôt autour de 97-98%. Donc, il n'y a vraiment aucun problème d'insertion. Et encore une fois, la spécialisation, elle permet justement cette insertion fluide. Mais comme le diplôme, et ça a été dit, mais je veux insister là-dessus, est un diplôme vraiment généraliste qui intègre vraiment
des disciplines très variées. Les sciences agronomiques, c'est vraiment pas une discipline qui est l'agronomie, c'est un champ de disciplines. Bien sûr, il y a l'agronomie, mais il y a la biologie, il y a la pédologie. Voilà, il y a aussi les sciences humaines, par exemple le management d'entreprise, ça a été dit. Bref, il y a une panoplie de compétences. Il y a aussi une approche terrain, une approche par projet, souvent. Et puis, comme ça a été dit aussi, la complexité du vivant fait que les ingénieurs agronomes sont aussi très appréciés dans d'autres champs, dans des entreprises qui peuvent parfois ne rien avoir à faire avec le champ de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et donc, ils sont aussi très appréciés dans des domaines où on ne les aurait pas attendus. Ça peut être dans des secteurs de l'industrie, mais aussi dans des secteurs des services, secteurs de la banque. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment, bien sûr, un sésame pour l'employabilité, mais aussi une culture scientifique et une ouverture qui fait qu'avec ces outils d'ingénieurs, il y a vraiment moyen de faire un beau parcours et un parcours très diversifié et qui, par les temps qui courent, c'est important parce on ne sait pas encore quels sont les métiers de demain et tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, on ne fera pas forcément le même métier toute sa vie. Et donc, de pouvoir rebondir, bah, c'est aussi intéressant parce qu'on n'a pas forcément, et les jeunes générations sont dans ce cas-là, envie de faire le même métier toute sa vie. Et c'est vrai qu'avec le diplôme d'ingénieur agronome, ça vous permet de rebondir, évidemment, d'autant plus facilement. Voilà ce que je voulais dire sur ces aspects métiers. Merci Sabine. Bon, il y a déjà un certain nombre de questions, mais on a des alumni qui sont à la manette pour donner plein de différentes réponses. Donc, regardez bien dans le QR les réponses qui sont données. On va compléter pour certaines, hein, mais avant, avant de répondre, de faire un premier temps de réponse à vos questions, et ensuite on donnera la parole à Stéphane Le Brillant qui vous parlera des différentes voies d'accès, parce que c'est important, c'est que vous compreniez que il n'y a pas une voie pour arriver à être ingénieur agronome. Alors on dit ingénieur agronome, ingénieur du vivant, parce que en fait, il y a effectivement tout le lien au monde du vivant dans les formations d'ingénieur agronome. Et donc, Marie-Christine va quand même vous parler de la vie, parce que de la vie dans les écoles, rapidement, pour que vous compreniez que c'est à la fois une formation scientifique, technique et une formation humaine. Oui, Marie-Christine. merci Philippe. Effectivement, à travers l'ensemble des témoignages qui ont été déjà faits jusqu'à maintenant, vous comprenez que finalement, pour intégrer nos écoles, il y en a un petit peu pour tous les goûts en termes euh, en termes de métiers en sortie d'école. Et vous avez aussi compris que c'est au cours de la scolarité que s'affine le projet professionnel et que ça vous permet de découvrir des disciplines que peut-être vous ne soupçonniez pas ou bien en étant au lycée ou bien encore même parfois en rentrant dans une école d'ingénieur. Il y en a aussi pour tous les goûts et je laisserai bien sûr Stéphane développer sur les voies d'accès pour tous les goûts. C'est vrai que on peut avoir tendance à penser que l'accès à une école d'ingénieur, c'est forcément la prépa BCPST. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon nombre de nos écoles sont accessibles après le bac, en post-bac, si tant est que vous ayez de l'appétence pour les matières scientifiques et surtout SVT. Il y a une voie d'accès post-bac sur dossier et entretien avec un certain nombre de places. Donc, c'est la voie Parcoursup, hein. Je vous encourage à aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis ensuite, c'est sous la forme de prépa intégrée. Donc, par exemple, nous, à Oniris, nos 2 années de prépa intégrée se font à Rennes, à l'Institut Agro. On mutualise les classes. Et puis ensuite, une fois que ces 2 années sont réalisées, eh bien, les étudiants intègrent le Oniris dans les 3 années du cursus d'ingénieur. Les autres voies possibles, ça a été dit, ça peut être la voie
BUT, ça peut être des étudiants qui viennent de l'université, des étudiants qui viennent de différents types de prépa. Donc, il ne faut pas s'enfermer dans un schéma. Il y a une diversité de métiers, il y a une diversité de voies d'accès. Donc, surtout, documentez-vous. Alors après, comment ça se passe dans nos écoles? Eh bien, c'est une formation en 3 ans. La première année, c'est surtout des matières socles, on va dire, scientifiques, socles, généralistes, de nombreuses disciplines qui pourront être remobilisées en fonction de votre parcours professionnel futur. La deuxième année, on a une mobilité à l'international qui est obligatoire, ça a été parlé, ça a été évoqué, donc une mobilité de 4 mois. Donc ça donne une ouverture culturelle, une ouverture aussi à la diversité des modalités d'enseignement dans des pays différents de la France. Et puis une troisième année avec des approfondissements qui peuvent être soit sur des thématiques un petit peu plus spécialisées, ou bien ce qui a été dit aussi en double diplôme. Double diplôme, par exemple à Oniris, on a un double diplôme avec une école de commerce pour diplômer nos ingénieurs managers. Des doubles diplômes aussi sur les bioproduits de la santé. Et au fil de ces 3 années, il y a un ancrage extrêmement important euh, dans les entreprises et au niveau du terrain, puisqu'il y a un peu plus de 41 semaines de stage égrenés au cours de ces 3 années. Donc, 41 semaines, ça fait à peu près 10 mois de stage au cours de la formation. Donc, on a vraiment une formation qui est au plus près des enjeux et des problématiques des entreprises. Et puis, un dernier volet, je vous disais, il y en a pour tous les goûts. Effectivement, Hugo l'a évoqué. La formation, elle peut être ou bien sous statut étudiant, donc académique strictement, ou bien sous statut apprenti. Et dans ces cas-là, eh bien, au cours des 3 années, vous passez 56 semaines à l'école et une centaine de semaines en entreprise. L'avantage, effectivement, c'est que vous êtes rémunéré pendant votre formation. Et puis, l'autre avantage aussi, c'est que vous bénéficiez du même diplôme que les étudiants qui sont sous statut étudiant. Donc, c'est pas parce on est ingénieur par la voie apprentissage qu'on a un diplôme d'une valeur différente que les étudiants qui sont sous statut strictement étudiant. Et puis après, dans nos écoles, eh bien, c'est la voie vers soit la vie professionnelle, comme disait Sabine Brun, avec un taux d'emploi qui est vraiment excellent, hein, 95% largement pour nos diplômés. Et ça peut être aussi, ça a été dit notamment par Pierre, hein, une poursuite d'études avec des doctorats scientifiques pour éventuellement rentrer dans des cursus ou bien d'enseignants ou bien de chercheurs. Donc voilà, pour ce qui est vraiment des études, pour essayer de vous éclairer. Et puis dans nos écoles, il y a aussi la vie étudiante. Ça n'a pas été évoqué par nos alumni, pourtant je pense qu'ils ont un bon souvenir de la vie étudiante dans leurs établissements. Ça fait partie de la construction d'un futur professionnel, d'avoir une vie étudiante à travers des clubs, qu'ils soient culturels, sportifs ou même sur des choses un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus spécifiques comme le développement durable, certains engagements de, comment dire, on a tout ce qui est, vous avez peut-être entendu parler des cordées de la réussite, hein, les étudiants qui sont dans les grandes écoles
qui font du tutorat avec soit des lycéens, soit d'autres étudiants qui sont en prépa. Donc, il y a vraiment matière à travers la vie étudiante, mettre en valeur ses convictions aussi, et puis se construire en tant que futur professionnel. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, et à votre disposition, les questions. Merci, merci Marie-Christine. En fait, c'était pour avoir une palette effectivement de vision de ce qu'est la formation d'ingénieur du vivant pour ensuite se projeter dans des métiers. On va peut-être prendre, avant de donner la parole à Stéphane et Jean-François, trois questions. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été répondues. Il y avait une question sur les spécialités, parce qu'on sait que c'est un super enjeu pour les premières et les terminales depuis la réforme du bac. Ben voilà, quelle spécialité choisir pour aller dans les écoles d'ingénieurs agronomes, ingénieurs du vivant. C'est toujours un peu compliqué aujourd'hui, puisqu'on sait que les écoles recrutent avec un intérêt pour l'ensemble des spécialités, bon, évidemment des spécialités plutôt scientifiques, mais en tout cas, entre maths, physique, chimie, SVT, il n'y a pas de priorité sur l'attractivité des formations, mais il peut y avoir quand même des freins dans certains recrutements. Et donc là, peut-être, est-ce que Sabine, ou en tout cas, voilà, je pense que vous avez des éléments sur Juste ces pour la choses-là. BCPST, hein, la recommandation des inspections est de garder la SVT et d'avoir ensuite soit physique, soit maths, et avec, si on ne garde pas les maths, je crois qu'il y a maths complémentaires. En tout cas, c'est ça la recommandation des inspections. Alors, ça ne veut pas dire que si on n'a pas gardé la SVT, on ne peut pas candidater, mais clairement, c'est logique d'ailleurs de garder la SVT quand on veut ensuite faire une prépa BCPST. Voilà. C'est vrai que la réforme du lycée conduit à devoir choisir malheureusement. Donc, en tout cas, la recommandation, c'est bien ça, c'est garder les SVT et prendre soit physique, soit maths, mais garder maths complémentaires, c'est effectivement important. Voilà, alors ça c'est dans la voie BPCST, Oui. Jean-François pourra compléter tout à l'heure. Après, dans les voies BTS, BUT, licence, là c'est beaucoup moins, enfin je veux dire, ça reste aussi très ouvert, quoi, hein. En biologie, Alors, il est évident qu'il est important oui. d'avoir fait SVT pour faire une licence bio. Oui, alors il faut faire attention aux BUT parce qu'aujourd'hui, désormais, les BUT ont des quotas pour les jeunes qui viennent de bacs généraux, de bacs technologiques, pardon. Du coup, il peut y avoir une grosse pression de sélection pour certains BUT au niveau des bacs généraux. Donc, il faut voilà, avoir un bon dossier aussi pour aller en BUT si on vient d'un bac général. Donc, point de vigilance par rapport à ça, peut-être. Mehdi, tu voulais compléter? Je voulais juste poser une question parce que clairement, ça fait un petit moment, moi, que j'ai passé mon bac. Les choses ont bien changé, mais je voulais juste, pour l'information générale, pour le concours en lui-même, donc le concours agro, est-ce que la biologie reste un des sujets les plus importants? Parce que c'est important, en fait, de prendre en considération le fait que toutes les matières n'ont pas le même poids en termes de notation durant le concours. Donc, si vous avez une spécialisation qui est autre que la biologie, ça peut jouer aussi. Et je suis d'accord avec le fait que ce n'est pas obligatoire. Mais effectivement, moi, je me souviens de mon temps, la vaste majorité des gens qui étaient en prépa ou ensuite que j'ai rencontrés en école avaient un cursus baccalauréat en spécialisation SVT. Peu avaient maths et certains avaient physique-chimie. Mais de nouveau, ça fait un moment que j'ai passé mon bac, mon concours, donc les choses ont pu changer. Merci. Alors ensuite, je vais peut-être prendre une ou deux questions sur plusieurs qui s'intéressent à travailler avec les animaux, soit conseiller en élevage, soit plutôt connaître le comportement des animaux ou améliorer les conditions de vie des animaux. Donc là, clairement, vous avez, enfin, vous compléterez, mais vous avez les deux voies, soit la voie de passer par les métiers d'ingénieur et aller
les productions animales et les élevages, tout ce qui concerne les sciences de l'élevage, et vous vous orientez après vers ces métiers de comportement, soit vous passez par aussi le métier de vétérinaire peut être aussi une façon d'aller ensuite vers un travail de recherche et d'études de comportements animaux. Ça existe aussi, vous avez les deux voies. Est-ce que sur ce sujet-là, il y a des gens qui veulent intervenir? Les métiers de l'environnement aussi peuvent amener à, voilà, les métiers de protection de l'environnement peuvent amener à travailler avec des animaux. Ouais. Hugo, tu voulais intervenir? Euh, ou- oui, c'était plus pour apporter des spécificités. Enfin, bon, voilà, pour répondre à une question qui était posée dans l'onglet questions-réponses sur les logiques de greenwashing des écoles, il y a beaucoup de choses qui sont apparues, notamment dans la presse ces temps. Je comprends pas vraiment la question. Les écoles sont pas dans des logiques de greenwashing. À la limite, on peut dire ça d'une entreprise. Je suis pas sûr que la question veuille vraiment dire quelque chose dans les écoles. Juste pour apporter un peu de, de, de matière. Là, actuellement, toutes les écoles, mais on a des référents de formation et une directrice d'école qui pourront peut-être plus répondre. Toutes les écoles sont en train de se poser la question d'intégrer davantage la transition écologique dans les formations. Voilà. C'est vraiment des questions actuelles de la part des écoles. La transition agroécologique, elle est déjà intégrée depuis pas mal de temps, mais c'est plus la question en lien avec le climat qui devient importante. Je pense qu'effectivement, on peut dire que les écoles, depuis très longtemps, enfin en tout cas depuis les années 2014, où il y a eu un gouvernement qui a encouragé le développement de l'agroécologie, toutes les écoles ont intégré, d'ailleurs les professeurs d'agronomie se disent souvent professeurs d'agronomie et d'agroécologie. Aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin en lien avec les risques que crée le changement climatique et donc avec le besoin de résilience des agrosystèmes. Et c'est ça qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Donc effectivement, les écoles, alors peut-être la question c'est est-ce que les écoles privilégient un modèle d'agriculture plutôt qu'un autre? Eh bien là, c'est clairement non. Quand vous prenez des étudiants et des diplômés, vous les voyez travailler dans toutes sortes d'entreprises et vous voulez travailler dans toutes sortes de systèmes agricoles, hein, du bio, en passant par l'agriculture de conservation, etc. Enfin, il y a pas, on ne privilégie pas un modèle par rapport à un autre. Après, qu'il y ait peut-être des emplois plus importants dans certaines structures, c'est possible. Marie-Christine, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais intervenir par rapport un petit peu aux spécificités d'Oniris. Comme disait Tom, on a la filière de l'alimentation et la filière des biotechnologies. Depuis longtemps, les enseignements tiennent compte, bien évidemment, des enjeux climatiques, des enjeux économiques, euh, même enfin, pour n'importe quelle entreprise, ne serait-ce que la gestion des flux en termes d'énergie, de faire des économies d'énergie, d'électricité ou de gaz, etc., dans une entreprise. Toutes, toutes ces, tous ces paramètres-là sont intégrés dans les enseignements. De la même façon, l'économie d'eau dans une entreprise, que ce soit une grande industrie ou une plus petite, ce sont des paramètres importants. Énormément d'entreprises sont accréditées RSE et ont des accréditations au niveau de la préservation de l'environnement. Donc, il est extrêmement important que nous, au niveau des écoles, des enseignements qu'on faisait déjà, on va peut-être les mettre plus en lumière, justement, pour bien faire valoir le, 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 l'intérêt et de nos étudiants à être sensibilisés à ces thématiques-là. Merci. Après, Effectivement, il y a- peut-être Philippe, sur cette, bah, peut-être pas pour trop allonger le débat, mais
Il y a évidemment beaucoup de sujets qui sont polémiques et qui touchent à l'agriculture, hein. On peut citer la viande artificielle versus l'impact de l'élevage sur l'environnement. On peut citer la question de la gestion de l'eau, des bassines, etc. L'objectif de nos écoles, c'est de former des ingénieurs qui mettront leurs connaissances scientifiques et techniques au service de ces problématiques pour faire avancer un certain nombre de sujets et pas de les endoctriner, de dire les bassines c'est mal, les bassines c'est bien. C'est pas du tout ça le sujet, hein. Je prends cet exemple, mais ça pourrait être bien d'autres. Donc voilà, on n'est pas là pour endoctriner nos élèves. Et s'il y a bien une formation qui est, comme ça a été dit, ouverte sur le monde, ouverte sur les problématiques du vivant, c'est bien celle-là. Vous verrez la diversité des enseignants qui ont des profils eux-mêmes très, très différents, la diversité des intervenants qui viennent de différents horizons du public et du privé, pardon, les deux. Donc vraiment, c'est cette ouverture et pour faire des jeunes qui seront des jeunes éclairés, qui ne sauront pas tout, mais en tout cas qui auront des clés de décryptage et qui mettront la science aussi au cœur de leur esprit critique, hein, et qui ne seront pas, voilà, en tout cas c'est ce qu'on essaye de former, des gens qui, certes, ont peut-être eux-mêmes des convictions, mais qui en tout cas remettront la science au cœur de tout ça parce qu'on en a bien besoin. Et changeront aussi les choses de l'intérieur. Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important. Merci. On va donner la parole à Stéphane et après à Jean-François. Stéphane, parce qu'il va nous, parce qu'il y a plein de questions sur. Alors là, nous, on parle à l'ensemble des lycéens, première et terminale, que ce soit les lycéens qui sont en formation générale ou technologique, ou que ce soit en lycée de l'éducation nationale ou en lycée agricole, hein. Il y a toutes ces origines de formation peuvent accéder aux écoles par les différentes voies, hein. Audrey, je vois, qui a mis un commentaire en disant que pour elle, ça a été difficile, prépa BCCST, parce qu'il y avait beaucoup de maths. Je pense que Stéphane va nous montrer qu'effectivement, selon les profils, selon vous pouvez avoir différentes voies, des voies qui vous correspondent plus ou moins, enfin mieux. Et Jean-François, lui, interviendra parce qu'il est le représentant des enseignants de classe préparatoire pour, là aussi, pour vous rassurer sur la voie classe préparatoire pour aller dans les écoles d'ingénieurs. Alors, Stéphane. Oui, alors bonjour à tous. Oui, comme l'indiquait Philippe, il y a le choix d'orientation peut se faire aussi en fonction des centres d'intérêt et des capacités de travail, hein. Tout le monde n'est pas fait pour la classe préparatoire. Je laisserai M. Beau développer là-dessus. Avant de vous faire une présentation rapide des différentes voies d'accès aux écoles, je voudrais simplement passer en revue les écoles accessibles. Je ne réussis pas à les mettre en lien. Alors, on a l'Institut Agro Rennes-Angers, l'Institut Agro Dijon, l'Institut Agro à Montpellier, Oniris Vetagro Bio-Nantes, Vetagro Sup à Clermont, l'ENSAT à Toulouse, l'ENSAIA à Nancy, Bordeaux Sciences Agro et Agro Paritech. Je vous invite quand même à aller regarder, hein, sur les sites des différentes écoles, les spécialités proposées, etc. Et puis ensuite de vous renseigner sur les voies de concours que je vais vous présenter, parce que toutes les voies de concours ne donnent pas forcément accès à toutes les spécialités dans toutes les écoles. Alors, pour commencer, on a la voie, ce qu'on appelle la voie classique, hein, c'est la voie des classes préparatoires BCPST. C'est là où on a le plus de places offertes par les écoles, mais c'est aussi là où on a le plus de candidats. Donc la voie CPGE, BCPST, Agro porte, enfin les épreuves de cette voie portent sur le programme des classes prépa BCPST. Vous avez ensuite la voie CPGE TB Agro qui offre des places pour les étudiants de classe prépa techno-bio, généralement venus de bac. Alors, je ne sais pas si ça a changé, mais c'était STAV et STL jusqu'à très récemment, donc bac techno-bio. Vous avez le concours voie licence, donc qui est accessible en L2, en L3 ou en licence pro selon les mentions de diplôme éligibles, hein. Je vous invite aussi à aller regarder. On a mis le lien vers le site du service des concours où vous retrouvez la liste des diplômes éligibles, mais que ce soit pour les licences, les BUT, les BTS, etc., généralement, il vaut mieux s'orienter vers un diplôme à dominante biologique, hein, il n'y a pas de secret.
Donc pour la voie licence agro, je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail des épreuves à passer. C'est pareil, je vous invite à aller regarder sur le site du SCAV parce que les épreuves à passer varient d'un concours à l'autre. Vous avez après la voie licence. Stéphane, peut-être qu'on peut dire, c'est que sur certaines voies aussi, il y a des accompagnements. Sur la voie licence en particulier, il y a des accompagnements par les universités ou en lien avec les écoles. Donc ça, c'est vrai qu'il faut regarder sur le site du SCAV ou se renseigner auprès de l'université ou de l'école visée. Tout à fait. Alors oui, on a une liste, vous trouverez sur le site du SCAV la liste des universités qui proposent une préparation spécifique au concours. Alors c'est une préparation qui est mise en place à partir de la 2e ou de la 3e année, ça dépend des universités. Vous avez également les contacts des départements sciences et vie des différentes universités pour intégrer ces formations. Alors, ces préparations ne sont pas obligatoires. Évidemment, nous, ce qu'on regarde au moment de la validation des inscriptions, c'est le diplôme requis. Donc, il faut bien avoir l'une des licences éligibles, d'un BUT éligible, un BTS ou un BTSA éligible. On ne va pas aller regarder jusqu'au bac. Je sais que la question se posait tout à l'heure par rapport au bac sur lequel on est passé. Nous, au service des concours, on ne regarde pas ça. Il faudra éventuellement vous renseigner auprès des établissements qui proposent les formations éligibles pour savoir si votre profil, a priori, correspond. Après la voie licence, donc on a la voie BUT qui était anciennement la voie C2. Hein. Le concours C2 a disparu. Donc la voie BUT agro est accessible en cours de 2e année de BUT ou en cours de 3e année de BUT. Elle est également ouverte aux titulaires du diplôme. Pareil pour les licences. Hein. On peut s'inscrire une fois qu'on a obtenu le diplôme. Pour la voie BTS, BTSA, donc on a une voie spécifique concours BTS agro, donc ouvert au BTS, certains BTS. Encore, je vous invite à voir la liste des diplômes éligibles pour ne pas vous orienter sur le mauvais BTS, mais bon, de toute façon, si c'est un diplôme à dominante biologique, aucun problème. Et pour les BTSA, ils sont tous éligibles, tous les BTSA sont éligibles. Donc, si vous êtes en lycée agricole, normalement, il n'y a aucun problème d'éligibilité, sauf pour le BTS technico-commercial qui ne donne pas accès au concours. Alors, ce qu'il faut savoir pour cette voie BTS, BTSA, c'est qu'après le passage du concours agro, les candidats sont redispatchés dans des classes dites propédeutiques, ce sont des classes passerelles, avant l'intégration des différentes écoles. Enfin, on a la voie apprentissage qui, elle, donne accès au cursus d'ingénieur, mais du coup en alternance. On a vu que ça pouvait avoir des intérêts pour financer sa scolarité, et même financer sa vie pendant ses études. Cette voie apprentissage est ouverte à tous les BTS et BTSA qui donnent accès à la voie BTS agro, à tous les BUT qui donnent accès à la voie BUT agro et à toutes les licences pro qui donnent accès à la voie licence, mais pas aux licences classiques. Donc voilà, ça, ce sont les principales voies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi une voie master avec pour le coup, peu de place offerte. Attendez, je vais essayer de vous donner ça. Donc, ce sont les élèves en cours de première année de master scientifique qui peuvent candidater. Ça donne accès aux écoles Institut Agro Montpellier, cursus ingénieur en agronomie, Institut Agro Rennes-Angers en agronomie également, et Agro Paris-Tech, à partir directement de la 2e année de cursus ingénieur. Donc là, je vais reprendre les différents concours pour vous donner une idée du nombre de places offertes, mais il faudra aller regarder sur le site du SCAV pour avoir une idée du nombre de candidatures. Mais bon, généralement, la pression est proportionnelle. Hein. Donc, on a 1045 places dans nos grandes écoles d'ingénieurs pour la voie BCPST. On a 59 places dans nos écoles pour la voie TB. Nous avons 181 places offertes pour la voie licence. Alors, je parle de la session 2024. Hein, le nombre de places peut évoluer, mais a priori, on reste dans les mêmes proportions. Pour la voie BUT agro, 147 places offertes. La voie CBio, ce n'est pas la peine que je vous le dise, puisqu'elle va disparaître l'année prochaine. On a ensuite la voie BTS et BTSA avec 114 places offertes. 114 places, mais avant donc une année de classe prépa propédeutique dans certains lycées agricoles. C'est pareil, hein, je vous renvoie systématiquement vers le site parce que la liste de ces classes propédeutiques est indiquée sur notre site. Et enfin, on a le concours voie apprentissage avec 294 places offertes dans nos différentes écoles d'ingénieurs. Merci Stéphane. Donc vous avez compris, diversité à partir du bac, vous avez
certaines écoles qui ont des voies directement post-bac, Marie-Christine et Sabine en ont un peu parlé. Après, vous avez les voies qui passent par un bac plus 2, bac plus 3 pour ensuite intégrer les écoles. Et ces voies, c'est le BPCST, la licence, le BUT ou le BTS principalement. Et donc, Jean-François Beau, qui est le président euh, de l'Union des professeurs de classe préparatoire à l'échelle nationale, qui est là et qui va vous parler des classes préparatoires, puisque c'est sa vie professionnelle en tout cas. Et donc, quelques mots, Jean-François, sur les classes préparatoires pour nos jeunes lycéens qui sont là. Bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez? Ça Très marche? bien. Voilà, bon, écoutez, moi je voudrais, oui, effectivement, parler un peu des classes préparatoires, essayer de présenter un peu leur caractère et comme vous avez dit tout à l'heure, pour ne pas avoir peur des classes préparatoires, je ne sais pas s'il faut rassurer, mais on entend tellement de choses sur ces classes que. Voilà, donc quelques caractères, nous sommes avec des classes où nous travaillons en effectif limité, donc c'est un encadrement important. C'est une formation qui est, je dirais, très équilibrée, hein, c'est-à-dire qu'avec les BCPST, et tout à l'heure ça a été dit pour le recrutement, et peut-être que c'est une question sur laquelle on peut revenir aussi, c'est sur équilibré en termes scientifiques, c'est-à-dire maths, physique, chimie et SVT, qui va donner une formation extrêmement solide, quel que soit d'ailleurs ensuite le devenir des étudiants, hein. C'est une voie d'accès bien sûr importante pour les écoles d'ingénieurs, mais nous avons des étudiants qui ensuite ont des parcours extrêmement diversifiés. Alors pourquoi je dis qu'il ne faut pas avoir peur des classes préparatoires? C'est qu'il y a un certain nombre d'atouts qui sont extrêmement importants. Je vais parler tout de suite, par exemple, de l'effectif. Alors effectif, on est limité à 48. Ça veut dire que vous avez cet encadrement important, d'autant que la classe est pilotée par une équipe de professeurs et qui ont en charge uniquement cette classe. Donc ça veut dire qu'il y a des contacts très fréquents avec les étudiants. On est à l'écoute pour savoir s'il y a des questions, des problèmes, etc. Donc, premier point. Le deuxième point, c'est que ces classes, on va les trouver réparties sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'il y a un maillage territorial qui est extrêmement important. On trouve des classes BCPST dans les grandes métropoles régionales. On en trouve aussi, bien sûr, en région parisienne. Et Parcoursup permet finalement de faire des vœux relativement vastes et de trouver une classe. Alors, l'endroit où l'on va faire sa prépa, elle dépend essentiellement de ses souhaits aussi. C'est-à-dire que hein, on a des étudiants qui souhaitent vivre un peu plus loin de leur famille, qui s'est dit, je suis passé dans le supérieur, je veux aller un petit peu plus loin. D'autres, au contraire, ont besoin du cadre familial. Donc, là encore, une opportunité de choisir, je dirais, ce que l'on veut. Autre point sur lequel il faut insister en ce moment, parce qu'on voit se développer des tas de formations qui sont parallèles et qui sont pour un certain nombre qui demandent des frais, ce sont des formations qui restent gratuites pour l'essentiel, c'est-à-dire en dehors du logement et bien sûr de l'hébergement. Mais pour cela, on est sur donc des formations qui n'ont pas de coût d'inscription. Donc, elles offrent, me semble-t-il, alors pour voir les étudiants, hein, puisque là j'étais en cours encore et je discute beaucoup avec les étudiants, il me semble qu'un des intérêts des classes préparatoires, c'est d'offrir une sorte de sas de réflexion en particulier, et vous l'avez souligné, parce que vous avez une diversité énorme d'écoles à la sortie, et au sein des écoles d'agro, ensuite, vous avez une diversité énorme de débouchés, ce qui veut dire qu'on peut arriver en ayant une idée, bien sûr, de ce que l'on veut faire, mais une idée qui va se construire aussi, et le projet va se construire petit à petit. Je crois que le fait d'avoir 2 années où l'on va avoir une formation généraliste est des plus intéressantes pour arriver à finaliser. Et c'est le travail aussi des professeurs que de discuter avec les étudiants en permanence sur ces orientations, voir ce que les étudiants veulent, voir s'ils souhaitent, regarder, faire l'interface avec les écoles, puisqu'en classe préparatoire, nous sommes très en contact aussi avec les écoles, de telle manière à améliorer ces orientations. Alors, je termine, puisqu'il ne s'agit pas d'être très long, mais avec l'idée du recrutement. Tout à l'heure, j'ai entendu les recrutements. Alors, les recrutements sur les classes BCPST, nous recrutons sur tous les profils qui sont les profils
avec les 3 doublettes. Avec d'ailleurs des étudiants qui viennent de première et qui ont fait les triples spécialités, c'est-à-dire SVT, physique, chimie et maths. Alors, un des points sur lesquels il faut tout de même insister, c'est, j'ai indiqué qu'il y avait une formation équilibrée, c'est que les difficultés, du moins une attention particulière doit être portée tout de même un peu sur les mathématiques, c'est-à-dire si l'on choisit PC et SVT, il faut absolument, et je crois que ça a été dit tout à l'heure, il faut absolument faire un enseignement solide de maths complémentaires, puisque les maths sont importantes, en particulier pour tout ce qui concerne les profils ingénieurs. Je crois que là, maintenant, tout le monde s'accorde là-dessus. Donc, nous recrutons sur les 3 spécialités, mais avec, je le dis pour ceux qui nous rejoindront, regardez et assurez-vous d'avoir un bon niveau en mathématiques. C'est ce qu'on regarde aussi pour ceux qui font PC-SVT, par exemple, sur le dossier de première. C'est-à-dire, on regarde en particulier, ce qui est important, c'est que l'on comprenne pourquoi on a choisi telle ou telle spécialité. Et en ce sens, je dirais qu'on accorde aussi de l'importance à ce qui peut être les lettres de motivation, où l'on doit sentir un projet. Et un projet, ce qui est parfois difficile dans la filière BCPST, c'est qu'on a globalement, je dirais, 2 grandes directions. On a des étudiants qui sont très intéressés par les profils santé, c'est-à-dire qui vont beaucoup hésiter entre BCPST, médecine, ce que l'on retrouvera aussi du côté vétérinaire, peut-être intéressés par ces profils-là, et puis les profils qui sont des profils plus ingénieurs, qui sont donc un peu différents. Et c'est cela aussi qu'il faut essayer d'expliquer lorsqu'on fait des lettres de motivation, quelles sont les directions vers lesquelles on veut aller. Voilà, donc je ne sais pas si je développe d'autres points. En tout cas, j'insiste sur le fait que il y a véritablement, je dirais, une ambiance que je qualifierais de très bonne dans les classes prépa BCPST. Pourquoi? Parce que peut-être que nous y accueillons, alors je ne sais pas si je peux en dire cela, nous y accueillons beaucoup de jeunes filles. Il y a aussi les SVT, les stages de terrain qui participent, je dirais, à des cohésions de classe. Nous sommes tous sensibles, les professeurs, nous sommes tous sensibles à des ambiances de classe, étant entendu que c'est lorsqu'on travaille en coopération dans une classe que finalement on réussit le mieux. Donc, si j'avais un message à faire passer, c'est le fait de dire que, bien sûr, en classe préparatoire, il y a du travail, ça, je ne vais pas le nier, d'autant qu'il y a toujours un gap qui existe, et quelle que soit la voie que vous choisissez, il y aura toujours un gap entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et ce gap n'est peut-être pas allé en s'amoindrissant. Donc, ce gap, vous aurez du travail, mais vous aurez du travail, et ça, je n'ai pas peur de le dire, mon expérience et des contacts que j'ai avec les étudiants, vous aurez du travail, mais dans une excellente ambiance. Et le but, c'est d'entrer en première année, c'est de passer en deuxième année. En deuxième année, c'est de réussir un concours. Et de réussir le concours vers des écoles qui vous amènent à ce moment-là, et je crois qu'on vous l'a suffisamment démontré, qui vous amènent vers un débouché de profession qui sont tout à fait extraordinaires. Moi, je suis toujours surpris quand j'ai le retour des étudiants, parce que nous avons beaucoup de retours d'étudiants qui reviennent nous dire un petit peu ce qu'ils ont fait. Et le retour des étudiants, c'est assez extraordinaire en termes de variété, de débouchés, de choses qu'ils ne pouvaient peut-être même pas supposer au départ quand ils sont entrés dans des écoles, et dans les écoles où ils ont réussi finalement à construire eux-mêmes leur parcours. Voilà, donc voilà ce que je vais dire, hein, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si je réponds à tout. Merci Jean-François, mais il y a une remarque pendant que tu parlais en disant quelqu'un qui dit les maths complémentaires ne suffisent pas, je trouve. Et Non, donc, c'est-à-dire, oui, les maths complémentaires, il faut envisager, il faut regarder comment elles peuvent être conduites. C'est-à-dire que, en fait, la question qui est posée, c'est de savoir, et ça, c'est la vraie question, c'est de savoir, par exemple, lorsqu'on est en fin de première, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir telle ou telle doublette. Et par exemple, nous avons des étudiants qui sont tout à fait brillants avec PC-SVT parce qu'ils se sont orientés, je dirais, de manière extrêmement positive vers ces 2 spécialités, et qu'ils n'avaient aucune difficulté en maths et qu'ils ont continué à faire des maths complémentaires, et donc ils rattrapent très aisément. Et puis, il y a des étudiants qui vont choisir ces doublettes-là parce qu'il y a une petite difficulté en maths. Et il est évident qu'à ce moment-là, petite difficulté en maths, si on passe PC, SVT et qu'on a des maths complémentaires, ce n'est pas en faisant les maths complémentaires que l'on risque de combler toutes les
défaillance qu'il pouvait y avoir à l'issue de la première. Donc, les cas sont extrêmement divers. Les cas sont extrêmement divers. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que l'on réfléchisse lorsqu'on est à la fin de première en disant où sont mes appétences principales, où sont mes souhaits principaux, où sont mes points forts, mes points faibles. Et c'est cela qui doit guider, me semble-t-il. Moi, j'ai des étudiants qui réussissent très bien, qui ont très bien réussi dans toutes les doublettes. Alors, il est certain que certaines fois, avoir fait des maths complémentaires dans des conditions qui ne sont pas toujours excellentes ne sert pas nécessairement, pour être très honnête, oui. Merci Jean-François. Peut-être il y a une question sur les classes prépa intégrées. Marie-Christine, tu veux y répondre puisque vous avez l'exemple. Une fois que le concours, une fois qu'ils sont intégrés, ils sont intégrés. Oui, tout à fait. En fait, en post-bac, les étudiants suivent le cheminement Parcoursup avec dépôt de leur dossier. Les dossiers sont ensuite sélectionnés par l'école qui a été choisie par l'étudiant. Au terme de cette sélection, il y a des entretiens qui sont réalisés dans l'école. Ces entretiens, ils sont classants aussi. Et une fois que l'étudiant rentre en L1, on va dire, première année de cette classe prépa intégrée, eh bien, il n'aura plus d'examen à passer pour ensuite intégrer le cursus ingénieur. Ok, ben j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, on a répondu Peut-être, à… Philippe, juste une chose pour citer les écoles qui ont des parcours post-bac, parce que j'avais interrogé les collègues. Donc, il y Oui, a l'Institut Agro Rennes, Oniris, l'Institut Agro Dijon et Bordeaux Sciences Agro. C'est quatre écoles qui proposent des cursus post-bac, c'est-à-dire que vous trouverez sur Parcoursup, en tapant le nom des écoles, vous trouverez les cursus qui mènent directement à ces écoles, qui sont accessibles directement via le post-bac. et après, il y a les écoles NSAIA et NSAT qui sont intégrées. Chloé, peut-être un petit mot sur Ah oui, les peut-être sur écoles d'autres, NSAIA, oui. NSAT. Oui, c'est la prépa des INP. Donc, en fait, c'est une prépa intégrée à un groupe d'écoles d'ingénieurs, dont fait partie l'ENSAIA et l'ENSAT. Et donc, c'est des écoles d'ingénieurs, il y en a une quarantaine partout en France. Et c'est 2 ans de classe prépa. Et à la fin, sur dossier, vous pouvez intégrer une des écoles du groupe. Et donc, si vous voulez aller en sciences du vivant, ce sera plutôt l'ENSAT ou l'ENSAIA. Mais ça permet aussi d'ouvrir à d'autres thématiques ingénieurs. Et c'est vrai que c'est pas très bien connu. Et s'il y en a qui ont un peu peur de la prépa, ça peut être aussi une alternative. Ok, merci beaucoup. Ben, nous arrivons au bout de ce webinaire. Je vais laisser la parole à Sabine pour nous faire une conclusion de présidente. Merci Philippe. Comme j'ai déjà parlé au cours de ce webinaire, je vais faire court. Bon, vous avez vu que voilà, l'ingénieur agro, c'est vraiment l'ingénieur du vivant. Il y a une grande palette, grande diversité à la fois de formation, mais aussi de métiers. Et vous avez vu qu'un panel. Donc vraiment, si vous ne savez pas exactement quoi faire pour demain, mais que vous avez envie d'avoir une formation et un métier à impact autour des challenges de la sécurité de l'alimentation, nourrir la planète, protéger aussi l'environnement. Ce sont vraiment des formations qui vous permettront de trouver votre voie par rapport à ces enjeux et d'apporter concrètement votre pierre à l'édifice. Ce que je voulais terminer aussi par dire, c'est que vous pouvez venir nous rencontrer au Salon international de l'agriculture qui a lieu du 24 février au 2 mars. On a un stand au niveau des écoles publiques pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement au hall 4. Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer sur Paris, dans chacune des écoles, il y a des journées portes ouvertes là, qui démarrent à partir probablement du week-end prochain et courant du mois de février. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site des différentes écoles. Vous avez vu que voilà, il y a des écoles un peu partout en France. On a un maillage territorial qui est quand même assez vaste. Et donc, allez dans l'école la plus proche de chez vous pour rencontrer des enseignants-chercheurs, des élèves, voilà, et qui sauront vous faire partager aussi leur passion
Et je suis persuadée que vous trouverez votre voie dans ce bel univers des écoles d'ingénieurs agro, des sciences du vivant. Voilà. En tout cas, merci de votre attention. Merci à toutes celles et ceux qui ont apporté leur témoignage et qui ont pris du temps aussi pour vous faire partager leur parcours, leur métier et puis vous faire découvrir les écoles, les métiers et les formations de l'ingénieur agronome. Voilà. Merci à vous. Merci et à bientôt dans nos écoles. Au revoir et Au bon revoir, à courage pour bientôt. la suite de vos formations. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.